situation épidémiologique COVID-19 en Afrique. Et le docteur Serge Bachot de l'Africa CDC va en être l'orateur. Et en deuxième lieu, nous aurons docteur Patrick Demarie Katoto qui va parler en long et en large sur la tuberculose et COVID-19, le risque de retarder le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Ensuite, on aura une séance de questions et réponses et on va clôturer. Alors, sans tarder, docteur Bachot, bienvenue. Docteur Bachot, vous êtes là? J'ai l'impression qu'il n'est pas là, docteur Andy. Je ne le vois pas dans la liste des panélistes, par contre. OK, on va vérifier sur la liste des participants. S'il n'y est pas, alors on va avancer directement parce que la présentation... OK, il est sur la liste de participants. Oui, okay. Je viens de le... Oui, je crois que ça va là. D'accord. Docteur Bachot, bienvenue et nous attendons votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis sur la liste des participants, je crois, pas des panélistes. Venez d'être upgraded. Donc, vous êtes maintenant sur la liste des panélistes et vous pouvez donc présenter. OK, donnez-moi une seconde, je suis en train de partager mon écran. Alors, vous pouvez voir mon écran. Impeccable. Merci beaucoup. Je peux donc commencer. Oui, docteur, vous pouvez y aller. OK, merci beaucoup une fois de plus. Bonjour ou bonsoir à tout le monde en fonction de vos différents pays et de vos différentes localisations. Je suis Dr Serge Bachot et j'ai le plaisir de vous amener à travers, de vous présenter la situation épidémiologique et les activités d'Africa CDC en ce qui concerne la pandémie de la COVID-19. Alors, désolé, mon slide refuse de bouger. J'essaie de voir ce qu'il y a comme problème. Vous pouvez utiliser les touches de direction aussi, ça peut aider. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Ça passe toujours pas. OK, je pense que ça a bougé. Donc, cette diapositive nous montre la situation épidémiologique globale de la COVID-19, c'est-à-dire dans le monde entier.
Et à votre gauche, vous pouvez voir un aperçu du globe terrestre montrant les pays, les zones, les territoires reportant les cas de COVID-19. Et à votre extrême droite, vous pouvez voir un graphe qui montre le nombre de nouveaux cas de COVID-19 reportés globalement dans les différentes régions de l'OMS. Globalement, nous avons plus de 41 millions de cas confirmés et dont plus de 1 million de décès avec un taux de mortalité estimé à 2,7%. Cette diapo nous montre la situation épidémiologique, toujours, mais cette fois-ci en Afrique. Et nous avons plus de 1 million de cas confirmés sur le continent, dont 1,4 million personnes sont guéries, sont sorties guéries et malheureusement, nous déplorons plus de 40 000 décès avec un taux de mortalité estimé à 2,4%. Ce tableau nous donne un aperçu du nombre de nouveaux cas, de nouveaux décès et de nouveaux guéris dans les 5 régions de l'Afrique à la date du 22 octobre 2020. Et nous avons un total de 8 956 nouveaux cas, de 175 nouveaux décès et de 8 777 nouveaux guéris. La région du Nord et du Sud sont respectivement en tête de peloton avec un nombre plus élevé de nouveaux cas de décès et de taux de mortalité. Ce graphe nous montre le nombre de tests réalisés sur le continent du 14 février au 23 octobre 2020. Et comme on peut le voir, la tendance est exponentielle avec plus de 17 millions de tests réalisés sur le continent, dont 10 tests par cas et avec un taux de positivité élevé à 9,6%. Cette diapositive nous montre une carte de l'Afrique qui montre la performance de tests réalisés sur le continent par cas et par pays. Et comme nous pouvons le voir, nous avons 2 pays qui ont réalisé plus de 100 tests par cas et nous avons également 7 pays qui ont réalisé entre 31 et 100 tests par cas, dont le Bénin et d'autres pays, avec un minimum de 3,1 tests et un maximum de 622 tests par cas sur le continent. Je vous remercie. Merci, Dr. Batcho. Nous recevrons les questions à la fin de la séance. Donc, Dr. Katoto, bienvenue et bonne présentation. Dr. Nafissa, est-ce qu'on peut arrêter le partage de votre écran et puis on va inviter Dr. Katoto. On prendra les questions à la fin. Bienvenue, Dr. Patrick. Merci beaucoup, Dr. Bolabola, pour l'introduction. Et merci beaucoup à tout le monde. Peut-être, je m'excuse, je vais devoir vous introduire parce que c'est la première fois que vous présentez sur cette plateforme. En fait, le Dr. Patrick Katoto, il est médecin de formation et puis il est épidémiologiste clinicien. Il a fini à Stellenbosch University et il a fait son doctorat en médecine à l'Université Leuven en Belgique. Et il a travaillé, il a une longue expérience sur la tuberculose et les maladies infectieuses, notamment en milieu tropical en RDC. Et aujourd'hui, nous allons miser sur son expérience pour entendre ce qu'il a à présenter en termes de tuberculose et COVID-19. C'est donc quelqu'un du domaine. Et aujourd'hui, nous allons voir les différentes interactions tuberculose, COVID-19 et PCI. Donc, nous prenons cet instant pour vous inviter et vous accueillir et aussi vous remercier pour votre disponibilité. Merci et bonne présentation. Merci beaucoup, Dr. Bolabola, pour la présentation. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc on va essayer de voir l'interaction tuberculose et COVID-19. Il y a une
interaction dans les deux sens. Et le long de la présentation, on va voir dans quel sens le COVID ramène la tuberculose et comment l'on peut, n'est-ce pas, de la tuberculose, des acquis qu'on a de la tuberculose, combattre le COVID et des atouts que donne le COVID-19, continuer la lutte contre la tuberculose. Voilà le plan que nous allons suivre et donc essayer de situer encore toute la problématique de la tuberculose avec les nouvelles données épidémiologiques en termes de transmission aussi. Nous allons voir la similitude entre les deux maladies. Et puis, on va voir en deuxième position l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la lutte contre la tuberculose, tout en se centrant sur l'Afrique, n'est-ce pas? Après, on verra le chevauchement sur les mesures PCI de manière globale, et puis on va illustrer avec quelques cas pays en Afrique. D'abord, l'épidémiologie de la tuberculose. Pour ceux qui vont en clinique, regardez cette radiographie du thorax, on dirait dans les années 1980. Quand vous projetez ces clichés ailleurs, par exemple en Europe, j'ai donné à mes collègues en Belgique, ils ont regardé ces clichés, ils ont dit, tiens, ce patient n'a pas de poumon, probablement il a une pneumoctomie, quelque chose comme ça. Mais bien non, je le dis non, ce patient, tout simplement, il a fait une tuberculose multirésistante qui a été méconnue pendant longtemps et finalement, il nous est arrivé dans ce tableau que voici. Presque rien au niveau, n'est-ce pas, du poumon gauche. Le diagnostic était donc une tuberculose multirésistante et aujourd'hui, nous avons publié ces cas faisant, n'est-ce pas, partie d'une lésion extensive et destructrice de tuberculose et qui a été tout simplement méconnue. Et donc, la tuberculose continue à faire le ravage dans le monde, en Afrique. En 2018, on a eu 10 millions de nouveaux cas et 1,6 million de décès. Et quand on regarde ce qui tue les gens, les causes des mortalités dans le pays à faible revenu, en 2012, publié par l'OMS en 2013, vous voyez la tuberculose était déjà un facteur important. Quand on compare les données de l'OMS publiées en 2017, reflétant les données récoltées en 2015, on s'est regardé que la lutte contre le VIH est en train de s'améliorer davantage. Par contre, quand vous voyez la tuberculose remonte quelque peu en termes de responsabilité sur les décès. Ceci fait réfléchir, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne parvient pas à comprendre dans cette lutte. Et quand on regarde dans certains pays comme la RDC, par exemple, la tuberculose demeure la deuxième cause de mortalité dans cette population. Et donc, quand on regarde maintenant la récente publication de l'OMS, donc le rapport global de tuberculose sorti il y a un mois, on se voit qu'il y a toujours les 30 pays qui ont de fortes prévalences de tuberculose et il y a encore quelques pays qui ont le trio morbide, c'est-à-dire ils ont la forte prévalence de la tuberculose, la forte prévalence de la tuberculose multirésistante et la forte prévalence de la co-infection VIH-TB. Parmi ces pays, on voit beaucoup de pays africains, notamment l'Angola, la RDC, l'Éthiopie, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Et donc, il est important de voir que l'épidémiologie a beaucoup changé de 2018 à 2019, mais elle reste quand même toujours un problème de santé publique quand on voit qu'il y a 1,4 million de personnes décédées de suite de tuberculose en 2019, notamment 208 000 personnes vivant avec le VIH. Quand on voit qu'il y a encore une prédominance du sexe masculin avec 5,6 millions, les femmes et les enfants ne sont pas épargnés. Et quand, en réalité, on a le map, on voit que tous les pays, tous les âges sont concernés. Depuis 2008, n'est-ce pas, il y a eu ce qu'on appelait la méthode des 3 I.
Et donc, il faut intensifier la recherche des cas. Il faut donner la prévention, la chimioprévention à les zoonosides, aux personnes à risque. Et il faut finalement augmenter les mesures PCI, notamment dans les populations vulnérables, comme les personnes vivant avec le VIH. Depuis 2008, ces mécanismes ont été mis en place. Cependant, on s'est dit qu'on connaît les risques, mais les taux a diminué, mais pas à un niveau satisfaisant. Les risques sont là. On sait qu'il y a le VIH, on a les maladies chroniques respiratoires, on a la poussière n'est-ce pas, de mines qui multiplie les risques de faire la tuberculose de 30. On a les tabagismes. Et donc, les risques sont connus, mais on se dit toujours la tuberculose continue à tuer chaque année des millions de gens. Et donc, en termes de réflexion, il y a quelque chose qui manque. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui échappent, notamment, par exemple, la pollution dans des maisons avec la fumée des biomasses? Et aujourd'hui, on a maintenant les COVID-19. Est-ce que les séquelles respiratoires de COVID-19 seraient aussi un facteur de risque quand on voit le nombre des gens déjà atteints de COVID-19? Et donc, quand on va voir la population atteinte, ce qui fait mal, c'est que c'est des jeunes, quand on voit ces 13 heures, c'est des milliers de jeunes qui sont exposés à faire la tuberculose, et donc le futur du pays, la population évidemment qui travaille, la tranche d'âge qui participe dans l'économie des pays. Et donc, quand vous faites des descentes sur terrain, vous voyez le milieu du travail, vous vous dites oui, c'est vrai, ils sont à risque et on a besoin d'intervention. Et alors, quand vous voyez la clinique de Tibi, par exemple, vous trouvez qu'il y a suffisamment de femmes, mais ces femmes, vous ne les voyez pas suffisamment dans les mines. Mais au fait, il faut comprendre que monsieur, quand il quitte par exemple la mine, il va à la maison, il a 1 ou 2, 3 femmes. Et donc, il amène aussi la tuberculose au milieu communautaire, les femmes qui se rencontrent les soirs chichotées, et voilà, elles se transmettent aussi petit à petit. Et donc, finalement, on a suffisamment des moyens de propagation de la tuberculose au niveau communautaire. Et donc, cette fameuse fumée de bois de chauffe, utilisée dans beaucoup de pays à ressources limitées, encore de nos jours, quand on voit des nuits, comme l'Afrique n'est pas électrifiée à 100%, dans certains pays, on trouve qu'il y a encore, n'est-ce pas, que 10 à 5% de la population qui ont 24 l'électricité. Donc, on recourt à ça. Les études récentes montrent que, n'est-ce pas, la fumée des bois de chauffe a une toxicité égale à la fumée des cigarettes, à l'exception de la nicotine. Et alors, depuis, on n'a pas eu d'évidence. De 2010 à aujourd'hui, on a eu des évidences contradictoires disant est-ce que ça donne, certaines études disaient voilà, ça augmente les risques à faire la tuberculose, d'autres non. Et voilà, la semaine passée, tout simplement, une bonne étude vient d'être publiée dans des Lancet Global Health et qui montre que voilà, non seulement que l'exposition à cette fumée de cuisine, fumée de bois, auquel le moment les enfants et tout le monde dans des maisons sont exposés, est responsable de la tuberculose, mais aussi c'est responsable de beaucoup d'autres maladies, comme vous voyez, les BPCO, les maladies respiratoires chez les enfants comme chez les adultes, les maladies cardiovasculaires. Et donc, ça fait que le facteur de risque de la tuberculose continue à être découvert. Et donc, du coup, en termes de PCI, comme les cadres que nous réunissons aujourd'hui, c'est des facteurs qu'on doit continuer à intégrer. Il y a d'autres milieux à risque, et voilà, donc les prisons, et donc une agglomération, défaut d'aération, et ça, c'est déjà connu. Et quand on voit maintenant le VIH, il y a eu beaucoup de progrès. Quand vous voyez ces courbes en rouge, vous voyez, c'est beaucoup plus les personnes qui ont la co-infection tuberculose VIH.
vous verrez qu'en Afrique, il y a suffisamment d'amélioration du côté des co-infections. Mais quand on voit bien les axes, on trouve que l'Afrique est encore en tête de l'élite. Vous voyez la courbe, l'échelle va de 0 à 75 pour 100 000 de la population, comparé par exemple en Europe où ça va de 0 à 8. Et après l'Afrique, on voit aussi l'Asie du Sud-Est, où vous trouvez normalement l'Inde et la Chine. Et voilà, c'est là qu'on trouve encore de gros cas. Mais quand vous voyez l'Afrique, c'est là qu'on a encore suffisamment de taux de décès de co-infection, tuberculose, VIH, comparé à partout ailleurs, mais il y a eu suffisamment de progrès. Donc, que dire des modes de transmission de la tuberculose? Elle est essentiellement pulmonaire, à travers des inhalations des gouttelettes de fluides. Et alors, certains facteurs les plus importants à signaler, c'est la toux, et une conversation avec un tuberculé de plus de 5 minutes, un éternuement qui lâche suffisamment de BK est un facteur de risque, mais il y a aussi des agents qui précipitent la transmission, les facteurs qui précipitent la transmission de la tuberculose, notamment la quantité dans l'inoculum. Quelqu'un qui a une cavitation au niveau pulmonaire et quelqu'un qui n'en a pas, ils ne transmettront pas de la même façon. La virulence du germe et une multirésistance par rapport à une non-multirésistance. Alors, des procédés qui favorisent la projection des aérosols, comme pendant les autopsies, comme pendant des nébulisations, et donc aussi la ventilation, une ventilation inadéquate, et surtout de manière prolongée, augmente le risque de faire la tuberculose. Alors, sur le plan immunitaire, la tuberculose va préférentiellement au niveau alvéolaire. Il y aura une réplication intracellulaire, donc dans le macrophage alvéolaire, ce qui va donc entraîner un petit conflit avec un défaut d'acidification du phagosome. Alors, tout cela va entraîner un défaut aussi de réponse immunitaire. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la propagation au niveau corporel? Et donc, il y aura des foyers métastatiques, beaucoup plus au niveau de ganglions. Mais aussi, il y aura une phase hématogène, ce qui favoriserait un voyage dans d'autres organes, comme ça qu'on peut avoir une tuberculose disséminée. Et en fonction de la virulence de l'hôte ou de la réponse immunitaire de l'hôte, faire aussi une tuberculose hématogène, donc une tuberculose de miliaire. Et donc, tout simplement, cette activation macrophagique, il y aura une sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Notez cette prolifération, cette sécrétion de cytokines pro-inflammatoires qui aujourd'hui est responsable aussi de tout ce qu'on a dans la physiopathologie de COVID-19. Donc, quelque chose de similaire ici va donc aller attirer les cellules immunitaires, les CD4, et les cellules CD4 vont rencontrer donc le macrophage d'antigène tuberculeuse pour qu'il soit présenté. Et donc, il y aura un conflit avec une transformation de cellules CD4. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à la ressemblance dans cette physiopathologie? Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à l'actualité de COVID-19 en ces jours? Eh bien, première phase, une très bonne diapositive de paille publiée dans Nature. Alors, ça montre que tout se passe au niveau alvéolaire. Et donc, les draps qu'on voit, le syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte, qu'on voit aussi dans la physiopathologie de COVID-19, tout se passe aussi là-bas au niveau alvéolaire. Entre les Anglais sont en train d'appeler ça cytokine storm, et donc tout simplement un volcan, une forte provocation, stimulation de cytokines pro-inflammatoires, et en fonction de réponse de l'hôte, alors il y aura les destructions à ce niveau là-bas. Voilà ce qu'on aura en cas de COVID-19, donc de SARS-CoV-2, et donc vous voyez au milieu donc, les procédés aérosols.
et donc les droplets, inférieurs à 5 micromètres de diamètre. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a un grand débat par rapport à la transmission aéroportée. Vous avez appris, CDC Atlanta a mis le premier guideline sur son website, puis ils l'ont encore enlevé pour le réviser, ils l'ont encore remis. L'OMS, lui, a déjà gardé aussi son côté. Et donc, on a de plus en plus l'évidence qu'il y aura, que le COVID-19 peut être aussi aéroporté. Cependant, l'évidence n'est pas encore très faible. On dirait faible à modérée, mais je projetterai encore quelques diapositives. Et donc, la voie est aussi essentiellement pulmonaire, comme pour la tuberculose. Alors, des considérations importantes qu'on devait retenir pour la transmission de SARS-CoV-2 par rapport à la littérature, quand on confectionne ce qu'on a chez CDC et chez OMS, c'est que la transmission est d'abord préférentielle par les gouttelettes respiratoires d'une personne à une autre. Et donc, une forte prévalence des charges virales au niveau, n'est-ce pas, de la voie respiratoire supérieure. La transmission aéroportée est toujours en étude, mais importante essentiellement dans des milieux clos. Alors, le virus, le SARS-CoV-2, on n'a plus d'évidence qu'il serait là au niveau respiratoire après 9 jours d'apparition des symptômes. Cependant, on peut toujours avoir la présence des particules quand on fait les tests PCR, mais ça ne dit pas, n'est-ce pas, de l'activité de la maladie. Et aujourd'hui, on montre qu'il y a une corrélation entre l'infectiosité réduite et la diminution donc des charges virales, et avec, de l'autre côté, l'augmentation des anticorps neutralisants. Aujourd'hui, on n'a pas une évidence forte quant à la transmission verticale et donc entre mère et enfant en cas de grossesse. Alors, que dire de milieu externe par rapport à milieu intérieur? Quand on est en milieu intérieur, un milieu interne, donc on est dans un endroit mal aéré, le risque de contacter le COVID-19 est de plus ou moins 19 fois plus élevé comparé à quand on était à l'extérieur. Certains estiment que comme les Africains passent plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur comparé ailleurs, cela serait serait une raison de faible, entre autres, n'est-ce pas, une raison qu'on ait une faible prévalence en Afrique, mais il n'y a pas encore d'évidence sur ça. Mais au moins, de plus en plus, les études se rencontrent. Plus ou moins 5 études publiées, donc celle-ci du Japon, en Allemagne, aux États-Unis, ça montre, toutes les études parlent le même langage. Il y a plus de risques à l'intérieur qu'à l'extérieur, surtout si l'aération a été inadéquate. Un bel exemple de cette belle étude est publiée par Lee, qui n'est pas encore peer-reviewed, donc n'est pas encore bien revisée, mais qui est déjà publiée dans Matrix, donc dans les preprints. On sait voir qu'il y avait une famille au restaurant, on voit les patients 0, et donc du coup, plus il y a une climatisation dans une maison, plus les gens qui ont été à côté du patient 0, 10 jours après, quand on le contacte, ils ont été à risque de faire de COVID-19. Par contre, les gens qui étaient plus ou moins loin, quand vous voyez les chemins bleus, les flèches bleues dans la deuxième image, en bas de mon écran à droite, et donc vous voyez que les gens qui étaient sous la table D, par exemple, n'ont pas été très infectés. Et donc, ils en sortent 2 choses. En milieu clos, la climatisation, qui est différente de la ventilation, améliore les risques ou tout simplement prédispose aux gens à être contaminés s'il y a un patient infecté à l'intérieur. Et deuxième chose, quand on voit bien, les serveurs n'ont pas été infectés, tout simplement parce que le contact a été minime. Ils viennent prendre leurs commandes et repartent.
ils viennent donner la nourriture et rentrer. Et donc, les serveurs de ce restaurant n'ont pas été contaminés, mais les gens qui sont restés sous la table B et sous la table C ont été sérieusement contaminés, tout simplement parce que le temps d'arriver, de discuter, de commander, on enlève le masque et tout le reste, et donc ça a été un facteur de risque. Autre mesure qui marche, et donc c'est la distanciation physique. Cette belle étude qui a recensé 170 études actuellement qui est publiée sur la distanciation physique, ça montre que quand vous voyez la distance en mètres et le risque absolu, et donc on a des raisons de croire aujourd'hui, avec cette étude incluant plus de 10 736 personnes, que plus on s'avance vers zéro, le risque d'être contaminé augmente. Plus on s'éloigne de la personne contaminée, plus... Va nous dire ça. Moi, je ne vais pas laisser. Jean-Claude, je ne vais pas te laisser aujourd'hui, jusqu'à ce que tu nous dises. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec d'autres mesures de lutte qu'on a aujourd'hui, comme par exemple le masque facial? Aujourd'hui, on a déjà une grande évidence qui montre que le masque facial réduit de plus ou moins, comme vous pouvez le voir, de plus ou moins 85% le risque d'être infecté par le COVID-19. Et le N95 ou le N95, encore un peu plus. Alors, donc, il y a quelques mesures qui marchent, qu'on a jusque-là. Mais alors, il y a quelques actualités, comme j'essaie de dire. En cas de persistance des symptômes du COVID-19, ceci peut faire suspecter la tuberculose, mais il faut comprendre déjà qu'avec cette étude publiée récemment, que 30% de personnes présentent 1 à 2 symptômes persistants. 55% peuvent en avoir jusqu'au-delà de 3 symptômes. Et parmi ces symptômes, il y a non seulement qu'il y a la qualité de vie qui diminue, il y a donc la toux, la douleur pulmonaire, la douleur articulation, la dyspnée, la fatigue. Et donc, tout cela, ce ne sont pas des signes spécifiques. Un patient peut finalement se dire, apparemment, on m'a dit que c'était le COVID-19, mais je continue à tousser, je continue à être fatigué, je respire mal, c'est probablement la tuberculose. Et donc, on peut confondre dans ce côté-là-bas parce que c'est finalement une présentation typique aussi. Mais alors, il faut mettre ça en tête et le cut-off ici, donc le threshold, c'est 90 jours. Dans les 90 jours, s'il n'y a pas eu de signe nouveau, il ne faut pas tester. Mais s'il y a alors un signe nouveau qui apparaît et qui n'était pas là, alors il faut retester. Alors, la transmission mère-enfant et l'infection néonatale, aujourd'hui, on n'a pas encore des données très fiables, mais l'on pense, des données qu'on a aujourd'hui, on trouve que la transmission est très faible. Mais ce qu'on sait de cet outcome, donc de ce résultat, c'est qu'au moins 30% des réanimations néonatales au-delà de la norme quand tu as cette co-infection, et c'est là beaucoup plus parce que tout simplement, on a vu que le COVID-19 était associé à une prématurité chez les enfants. Quant aux autres événements, comme les décès, comme l'avortement, il n'y a pas encore une évidence. Alors, que dire de l'influence sur la sévérité et les résultats entre les trio morbides COVID-19, tuberculose et VIH? Les données aux États-Unis, à Mount Sinai à New York, n'ont pas donné de relation. C'était les premières données que nous avons eues depuis mars-avril. Il n'y avait pas de relation entre la tuberculose et le VIH. Par contre, cette base de données publiée dernièrement, en juin, en Afrique du Sud, donc au Cape Town, ça montre, comme vous voyez en bas de ces forest plots,
vous voyez que la tuberculose précédente, donc un antécédent de tuberculose, prédisposait d'augmenter le risque de plus ou moins 41% à mourir de COVID-19, et une tuberculose active, n'est-ce pas, doublait même de plus le risque de mourir du COVID-19, et le VIH, la sérologie positive, triplait presque les risques de mourir de COVID-19. Mais pourquoi ces différences entre les données États-Unis et les données Afrique, préliminaires qu'on a? Quand on va même dans les données des États-Unis, au fond, on trouve que le peu de gens qui seraient décédés, tout simplement, ils n'avaient pas une charge virale, ils avaient une charge virale très élevée, etc. Surtout une lymphopénie aussi. Et donc, on se dirait probablement les patients dans cette base de données sud-africaine avaient tout simplement un taux de CD4 très diminué comparé à ceux-là aux États-Unis, mais aussi le nombre de comorbidités et des autres pathologies opportunistes. Cette étude est encore dans les preprints. Nous attendons qu'il soit publié pour connaître les données finales. Alors, que dire du traitement actuellement? Le gros étude qu'on attendait, c'était la Solidarity Trial de l'OMS, qui est sortie depuis le 15 octobre, mais qui n'est pas encore peer-reviewed. On attend qu'il paraisse dans New England, mais les données ne vont pas changer. C'est que c'est décevant quand on regarde que cette étude a pris plus ou moins 11 000 patients enrôlés, dont 2743 ont reçu le Remdesivir, 947 l'hydrochloroquine, 1399 le lopinavir et 2050 l'interféron gamma. Alors, regardez, quand on compare d'abord pour le lopinavir et l'hydrochloroquine, les études ont été stoppées, mais quand vous comparez par rapport aux contrôles qui sont en bleu, qui sont en temps bleu, l'intervention lopinavir, interféron gamma, Remdesivir, hydroxychloroquine, aucun seul traitement n'a prouvé son efficacité. Et ça, c'est donc très récent. C'est vrai qu'il y a quelques études aux États-Unis qui montrent la supériorité de Remdesivir, publiées avant-hier, mais quand c'est dans cette étude ici, on a encore poulé, on a mis ensemble tous les traitements et rien n'est sorti. Et donc, ceci nous ramène encore dans dans notre sujet d'aujourd'hui, la PCI. Finalement, c'est l'importance de la PCI. C'est ça ce qu'on doit promouvoir. C'est tout ce qui marche. Comme disait encore le patron de CDC Atlanta, il dit, écoutez, le masque me protège plus que tous ces médicaments. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul médicament qui a fait son unanimité. Alors, mais chaque étude a toujours des limites. Et quand on regarde l'impact de la pandémie du COVID-19 sur la lutte contre la tuberculose, qui est due de la propagation. Ici, vous voyez très bien que la deuxième ligne, deuxième schéma, on regarde que l'Afrique du Sud, qui a eu un gros lot de cas, une grande prévalence, une grande incidence de COVID-19 par rapport à tous les autres pays en Afrique, et qui est aussi un pays avec triple fléau, donc de tuberculose VIH et tuberculose multirésistante, vous voyez que les cas de notification ont sensiblement diminué, comparé à d'autres pays, par exemple le Kenya, le Mozambique, c'était plus ou moins statique. À un moment donné, Namibia, Philippines, qui a baissé et puis s'est ressaisi, enfin on va jusqu'au juin, et évidemment, quand on voit l'Afrique du Sud a eu plus ou moins 6 mois de lockdown, donc de confinement sérieux, et cela pourrait donc expliquer comment ce nombre de notifications a diminué. Alors, la même chose s'est passée au Nigeria, quand vous voyez la première barre, donc de janvier à mars 2019, le plus foncé, c'est le nombre de cas présumés tuberculose, et le gris, donc le gris clair, c'est le nombre de cas confirmés. Quand vous voyez la première barre,
de janvier à mars 2019, on compare de janvier à mars 2020, on voit qu'il y a énormément de progrès en termes de cas présumés. Mais quand on regarde, parce que le lockdown a commencé là-bas en mars et a fini en juin, regardez qu'il y a une forte diminution des cas présumés TB. Et donc, plus on a un nombre de cas présumés diminué, et la conséquence est le majeur, et donc on aura aussi moins de cas diagnostiqués. La même chose s'est passée en Éthiopie. Le nombre de cas a sensiblement diminué. Un autre pays avec forte prévalence de tuberculose. Avant le Covid, après le Covid, regardez comment on a eu une chute libre en termes de détection des cas de tuberculose pulmonaire. Que dire de manière générale? Pourquoi le diagnostic de la tuberculose a été réduit? Et donc, les gens ont été découragés. Découragés parce que, tout simplement, il ne fallait pas qu'ils nous arrivent en milieu hospitalier juste pour une toux. Et donc, ils restaient à la maison. Mais aussi, le nombre de personnels soignants a été réduit parce que beaucoup de gens ont été affectés dans les zones COVID et aussi les personnels qui travaillent au niveau des diagnostics TB ont été rattachés à la zone COVID-19. L'approvisionnement avec le lockdown des consommables qui devaient venir de l'Inde ou de la Chine, et donc on avait un problème d'intrants. Il y avait aussi la restriction de circulation avec le confinement. Les gens ont perdu leur travail, donc aussi les moyens de transport, et ils ont tout simplement préféré rester à la maison. Mais aussi, il y a aussi la stigmatisation. Et puisque je ne vais pas aller là-bas, comme je suis en train de tousser, on va me dire que j'ai fait le COVID-19, et donc la personne préfère tout simplement rester à la maison. Et qu'est-ce qui va se passer puisqu'il est confiné? Et donc, on attend à ce qu'il y ait tout simplement une propagation de tuberculose maintenant au niveau communautaire. Alors, il y a une très belle étude de modélisation qui montre que si tout simplement le lockdown faisait encore 3 mois, dans beaucoup de pays, on aura donc 200 000 à 400 000 décès de tuberculose en 2020. Ça, c'est énorme. Quand on sait voir le degré de lutte d'où l'on vient avec la tuberculose. Et 200 000, par exemple, ça c'est seulement, on ferait pour une année, on aura un retour vers 2015. Et si on attendait encore un peu plus, donc si on fait par exemple 6 mois, 400 000 décès, encore un recul en termes d'avancée sur la tuberculose, comme si on était tout simplement en 2012. Et donc, rien ne serait fait. Et ça, c'est juste incroyable. Et on ne peut pas regarder tout simplement ces efforts tomber dans l'eau. Sur le plan diagnostique, quel est le conflit qu'il y a entre tuberculose et COVID-19? D'abord, cliniquement, le symptôme systémique comme la fièvre, la sueur nocturne, la perte de poids, ce n'est pas spécifique de la tuberculose seulement, ça peut tout simplement être un diagnostic différentiel d'autres maladies chroniques. Alors, les symptômes de COVID-19, par contre, sont des symptômes aigus. Ça peut aider en termes de réflexion, déjà en termes de triage. Cette question doit être posée. Si c'est aigu, alors il faut réfléchir vite COVID. Si ça traînait, il faut réfléchir vite probablement tuberculose ou l'aider. Alors, le symptôme pulmonaire aussi, c'est pas spécifique. Ce n'est pas spécifique, mais alors il faut aussi se dire qu'il y a aussi le problème des billets, un billet de mémoire. Parfois, le patient ne veut pas vous dire toute la vérité ou tout simplement, il ne sait pas avec précision quand est-ce que la toux a commencé. Alors, les patients ne peuvent pas toujours se rappeler avec précision. C'est à nous de faire, au niveau de triage, une réflexion, un examen approfondi pour vraiment retrouver les débits ou alors avoir les deux en esprit. Comme on a dit, il y a des facteurs, la peur du diagnostic, la stigmatisation, le déni. Vous avez vu dans beaucoup de pays comment les gens n'ont pas vraiment accepté le COVID-19, comme jusqu'à aujourd'hui, certains n'ont pas toujours accepté la tuberculose.
évidemment, il faut se dire qu'il y a d'autres priorités pour des patients. Ils se disent, bon, voilà, il faut d'abord aller chercher de quoi manger. On vient de publier un survey où les gens, ils se disent, ils n'ont pas peur du COVID-19, mais ils ont plutôt peur de mourir de faim. Et donc, parfois, le problème de santé publique, ce n'est pas le problème actuellement de la population, mais c'est à nous, acteurs de santé publique, de comprendre de comprendre la communauté dans laquelle nous vivons et voir comment intégrer tout ça. Un élément assez important, une étude publiée à Londres, qui montre que dans la population, les patients qui ont eu un problème ORL, des goûts, d'anosmie, dysgésie, et donc ça a été un élément très spécifique pour que ces patients exhibent les anticorps liés au COVID-19. Et donc, c'est un signe qui ne trompe pas et que finalement, en clinique, on peut utiliser pour séparer les deux. Donc, on peut utiliser les signes ORL, mais aussi une réflexion sur la durée d'apparition des symptômes. Encore, il faut dire qu'on a besoin de beaucoup d'études pour regarder comment ça se passe aussi en Afrique. La radiographie du thorax est très pathognomonique pour la tuberculose. Quand on voit une cavité au niveau de l'apex supérieur droit du thorax, on peut se dire ça, vraiment, c'est une tuberculose. En plus, si on est dans un milieu endémique à la tuberculose, pour le COVID-19, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus au niveau basal. On voit beaucoup plus en périphérie, souvent bilatéral. Et donc, avec une radio de thorax, on peut faire un bon triage de patients. Cependant, il y a deux bémols. En premier, c'est qu'on n'a pas toujours le radiothorax partout. Quand on voit en périphérie en Afrique, on n'en a pas partout. Deuxièmement, en cas de tuberculose, les patients avec VIH, ils peuvent ne rien exhiber à la radiographie du thorax, surtout s'ils ont un taux de CD4 très, très, très bas. Mais aussi en cas de COVID-19, surtout chez le patient symptomatique, ils n'ont presque rien aussi au niveau pulmonaire. Et donc, c'est question d'avoir cela en tête. Sur le plan microbiologique, quelles sont les recommandations de l'OMS actuellement? C'est qu'on recommande qu'on partage les ressources, les plateformes moléculaires surtout, parce que beaucoup de gens n'avaient pas de labo spécifique pour le détecter pour le PCR, qui actuellement reste le moyen important de confirmation. Et donc, avec l'effort de la communauté internationale, au moins on savait faire le PCR pour la tuberculose. Et donc, du coup, il fallait partager les cartouches, exemple Mozambique, en RDC, en Afrique du Sud, dans beaucoup de pays. Mais alors, il faut maintenir les services actuels de diagnostic moléculaire de la tuberculose. Parce que c'est aussi important que les activités COVID ne l'emportent pas sur les activités TB. Et alors, de l'autre côté aussi, il n'a pas été, et l'OMS ne le recommande pas, il ne faut pas déplacer les installations déjà faites pour la tuberculose. Pour besoin de la cause, on désinstalle le matériel, on les amène à un autre endroit pour le COVID. Ce n'est pas bien tout simplement parce que ces matériels risquent de ne pas rentrer là-bas. Et donc, du coup, la lutte contre la tuberculose risque d'être aussi préjudiciée. Alors, dans les régions où l'incidence de la tuberculose est élevée, testez les personnes atteintes de tout pour la tuberculose aussi. Et donc, rien à faire. Il ne faut pas se dire tout simplement c'est juste COVID. Alors, il faut y aller aussi. Il faut profiter. Guichet unique, tout égal, tuberculose et COVID. Je l'ai bien dit, personne à risque, comme on venait de montrer, a fait de la tuberculose et de milieu à risque, donc zone endémique. Alors, de la PCI, quelle est l'intersection entre les deux? D'abord, de manière globale, il faut aller là où il y a les évidences. Il faut combattre avec les évidences. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, chacun est devenu médecin, chacun est devenu acteur de la PCI. Mais nous, professionnels de la santé, nous devons nous en tenir à ce qui marche. Quelles sont les évidences derrière? On sait une protection personnelle, la distanciation physique, le lavage de mains,
l'équipement de protection individuelle et la protection des autres, n'est-ce pas, en couvrant le nez, la bouche, si la distanciation physique n'est pas possible. Les soignants des personnes âgées, les personnes atteintes de comorbidité, ils doivent comprendre comment ils doivent être plus méticuleux par rapport à ces personnes fragiles. Et les espaces confinés, il faut éviter, il faut aérer. Voilà ce qui marche. On a les études, comme je venais de le dire, et aujourd'hui, tout ceci est coulé dans les guides n'est-ce pas, de l'OMS. Un exemple d'un pays où ces choses ont marché très rapidement parce que tout simplement le gouvernement a compris l'évidence des scientifiques. Très rapidement, en Nouvelle-Zélande, une évaluation rapide des scientifiques des risques a été faite par le gouvernement. Très, très rapidement. Là, le premier cas détecté le 26 février, et donc du coup, on fait un confinement en mi-mars. Cette semaine, tout le monde reste à la maison. En mai, on n'a plus presque pas grand-chose. En juin, 103 jours après, ils ont un nouveau cas. Ils l'ont encore très, très vite isolé. Et aujourd'hui, ils ont tout simplement des cas chez les voyageurs et qui doivent arriver directement en quarantaine. Ce qui fait que 1569 cas, 22 décès, mortalité 4 pour 1 million. Et donc, ça, c'est vraiment un exemple où l'évidence a précédé tous les restes. Et ça, c'est ça ce que nous allons faire aussi dans nos hôpitaux, dans nos pays. Il faut y aller avec l'évidence. Qu'est-ce qui marche? Alors, de manière générale, qui nous dit l'OMS par rapport au contrôle des infections aéroportées, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des mesures de prévention, de contrôle des infections visant à assurer la protection de ceux qui pourraient être vulnérables à l'infection. Et donc, ça c'est important, c'est ce qui a fait qu'on dépicte tous ces facteurs de risque, que ce soit sur la tuberculose, que ce soit sur le COVID-19, comme je montrais ces facteurs de risque, évidemment en Afrique comme ailleurs, ça c'est du fait de plus en plus. Par exemple, la première étude du Congo montre que même les enfants ont été à risque, les jeunes ont exhibé un grand taux de mortalité, ce qu'on n'a pas ailleurs. Et donc, on a besoin d'études partout, mais on a déjà, par exemple, on sait que les personnes âgées, les diabétiques sont à risque. Et donc, on prend ça de manière générale, on va avec. Et donc, les mots les plus importants ici, le personnel soignant devrait savoir les personnes qui pourraient être vulnérables à l'infection, que ce soit pour la tuberculose, que ce soit pour le COVID-19. Alors, la réflexion PCI va sur différents axes. Alors, le premier, c'est le contrôle administratif. À l'entrée, comment on gère les gens qui arrivent à l'hôpital? Dépistage précoce dès l'entrée. Les agents sociaux ou les infirmiers ou les agents PCI doivent être là. Ils doivent savoir trier en fonction de facteurs de risque. On s'est dit, celui-ci doit être guidé à un autre endroit. Un élément important, si vous voyez au travers de cette fenêtre, c'est l'archivage. Parfois, le patient passe 1 heure dans un centre, tout simplement parce qu'on ne retrouve pas son dossier. Et donc, si on devrait commencer par ça aussi, c'est un élément très important. Voilà des choses à éviter. Une salle d'attente full. Et donc, les gens sont les uns contre les autres. Et si vous voyez des fonds, ce n'est pas aéré. Et donc, ça, c'est des choses à éviter de plus en plus. Alors, il y a aussi une séparation des tousseurs. Puisqu'on a dit que c'est la toux qui favorise, quand on tousse, il y a une forte production des agents microbiens. Et donc, on doit avoir quelqu'un qui, sans stigmatiser les tousseurs, le récupère très rapidement et les conduit. Là, on doit les voir très rapidement. S'il n'a pas un masque, il faut vite lui donner le masque. Et évidemment, l'agent lui-même doit être protégé. Alors, parfois, il faut aussi enseigner, mettre ces posters que nous avons toujours eu pour la tuberculose. Ces posters vaut évidemment pour le COVID-19, tousser dans le pli de coude, etc. Et ça doit être affiché, partout. Voilà. Et le lavage de mains, on n'a pas besoin seulement des lavabos, on a besoin de plus en plus de ces petits bassins bien préfabriqués
dans beaucoup de pays africains et où l'on paie au moins à chaque point d'entrée et de sortie, à différentes étapes, se laver les mains au savon, si on en a. Alors, aussi, il faut chaque fois recycler le personnel. Recycler le personnel, parce que c'est très important. Si le personnel n'est pas recyclé tout le jour, alors chacun a son message. De l'ingénierie environnementale. Nous avons les accus de la tuberculose. Vous verrez que partout, dans de bons endroits où on a fait pour la tuberculose, on a des espaces aérés. Et donc, c'est la même chose qui devrait se passer dans le milieu de triage de COVID-19. On peut profiter de ce que la nature nous offre. On n'a pas besoin d'aller chercher les pressions négatives qu'on ne peut pas avoir peut-être à différents endroits, mais tout simplement, si on profite de la nature, de la belle nature qui nous entoure, on est à l'extérieur, on peut bien recevoir le patient là-bas et avec cette ventilation naturelle, ça diminue donc le risque de contamination. Et s'il faut construire, réfléchir, au moins de cette manière, actuellement, vous voyez que le patient, il y a comparé à ce que je montrais avant, cette ventilation extérieure, ça montre que voilà, c'est aéré et donc du coup, ça diminue les chances le risque de contamination. Et donc, dans l'ingénierie environnementale, il faut vraiment faire la promotion de la ventilation naturelle. Utiliser les systèmes de ventilation mixte, donc mécanique et naturelle, mais il ne faut pas oublier que la climatisation n'est pas ventilation, comme on l'a montré dans cette étude au Japon. Il faut éviter aussi les plafonds tombés parce qu'ils réduisent le volume pour le débit d'air et ne peuvent pas être ventilés par des tourbillons placés sur le toit. Et il faut éviter les fenêtres qui s'ouvrent latéralement ou en haut, en bas, parce que ça réduit de 50% le change de l'air. Alors, qui doit porter le masque chirurgical? Normalement, le personnel soignant, mais alors, le patient peut l'avoir. Au cas où il n'a rien et vous pensez qu'il a un risque, vous pouvez le lui en offrir. Alors, de masques plus spécifiques, ce n'est pas très exigé à porter tout le jour, mais si on les a, comme les N95, on peut les porter, mais c'est recommandé beaucoup plus quand vous allez faire des procédés qui stimulent la production des aérosols, comme par exemple la nébulisation des patients. Ça devient très important, avoir de tels masques spécifiques. Alors, un petit mot pour le personnel soignant, parce qu'on se rend compte que le personnel soignant a été victime du COVID-19 comme il a été victime de la tuberculose. Alors, en place l'équipe de PCI, en collaboration avec la direction de l'hôpital ou le ministère de la Santé, on doit mettre le patient de manière en confidence. On va mettre le personnel de santé en confidence pour qu'il vienne faire son test au milieu hospitalier. Cela veut dire que son information doit être gardée secrète. Je suis arrivé dans un hôpital où l'on vous dit, voilà, est-ce que vous savez que tel a la tuberculose, tel a le VIH? Et donc, du coup, le prochain n'ira pas se faire tester. Et donc, du coup, si tout simplement, on ne peut pas savoir verrouiller les informations des personnels aussi sensibles, il est donc parfois conseillé que le personnel aille se faire tester ailleurs pour leur confidence, mais le plus important est de se faire tester. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau mondial? On sait que le taux de maladie dans le pays à faible et à moindre prévalence pour la tuberculose, c'est 2,4 fois chez le personnel soignant. Mais quand on va dans le milieu à fort revenu, on a encore de 3 à 7 fois le risque. Mais pourquoi? Par exemple, tout simplement parce que la tuberculose est devenue rare dans certains milieux et donc, pour y penser, le patient aurait déjà fait un gros parcours et méconnu et donc il aurait infecté beaucoup de gens. Et cela, on l'a vu avec le COVID-19 dans beaucoup d'endroits. Alors, un élément important, ce qui est aussi l'installation du personnel. Les zones pour s'échanger des tenues, toilettes, installations de stockage, les salons d'été,
l'espace de conférence, de bureaux, les zones d'administration. C'est là que le personnel se rencontre. Normalement, ils se parlent même sans le masque. Et s'il y a un seul qui est contaminé, et donc du coup, il contamine tous les autres. Et donc, c'est là que l'équipe des PCI devrait recycler et recycler et faire observer les mesures de la PCI. À Tageberg, en Afrique du Sud, on a fait une étude pour voir quelle est la partie des quel est le type de personnel soignant qui a plus de tuberculose. On a vu que c'est beaucoup plus les infirmiers d'abord qui faisaient la tuberculose, mais aussi les techniciens de surface faisaient aussi beaucoup plus de tuberculose. Et donc, une équipe de PCI devait mettre un peu plus d'accent dans ce groupe. Mais alors, à quelle localisation dans l'hôpital? Ceux qui étaient beaucoup plus en chirurgie, ils étaient très exposés, mais quand on voit aussi en tête des listes, ce qui était en consultation externe aux urgences, mais ce qui est aussi en pédiatrie, parce que parfois, là, on fait beaucoup plus des procédés d'aérosolisation sans vite y penser. Alors, quand on regarde en termes de co-infection, on trouve qu'en milieu hospitalier, le personnel soignant n'échappe pas à la co-infection TB-VIH. Et donc, il faut y penser et mettre les structures en place pour le personnel soignant. Qu'en étude du COVID-19, nous n'avons pas encore beaucoup de données pour l'Afrique, mais ce qu'on a, c'est que l'Amnesty International a indiqué qu'il y a eu au moins 7000 agents de santé qui étaient décédés de COVID-19. Aux États-Unis, on a le chiffre. En Afrique du Sud, on a déjà 240 jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a plus de 1300 personnels de santé qui sont décédés au Mexique. C'est là qu'il y a encore un grand record. Et aujourd'hui, on pense qu'à l'échelle mondiale, 14% des cas de COVID-19 font partie des personnels soignants. Mais les données continuent à être compilées. Et donc, du coup, il faut se dire que le personnel soignant est à risque. Et c'est tout ça la question. Quand j'arrive à ces diapos, je me dis toujours, oui, les formations dans le milieu hospitalier concernent souvent les médecins, les infirmiers, mais parfois, on oublie ces techniciens de surface. Et chaque fois, je pose la question, depuis quand a eu lieu la dernière formation de techniciens de surface? Parce que ceux-là, ils sont en contact direct avec le malade et parfois, on ne sait pas, ils tirent leurs informations d'où? Parfois entre eux-mêmes ou tout simplement à travers le patient. Et donc, dans une structure de PCI, il faut toujours penser à eux. Voilà notre dernier point, quelques exemples de pays. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, au Zimbabwe? Ils ont tout simplement fait beaucoup de réunions pour voir la possibilité de continuité d'intégration des programmes et explorer aussi la planification future. Donc ça, c'est très important, avoir un projet PCI à une année par rapport à COVID-19 et tuberculose. Comment on va gérer la lutte? L'expérience de l'Éthiopie, vous savez, le pays le plus peuplé d'Afrique, ils ont aussi produit un bon guide où ils ont compilé la reconnaissance et le triage précoce, des précautions standards, les mesures administratives, l'ingénierie environnementale. Et donc, ça, c'est des petits exemples de pays, et nous pensons que dans beaucoup de pays, ceci doit être fait au niveau national, au niveau provincial, mais aussi à chaque structure de santé, on doit avoir quelque chose dans ce sens-là, un document qui guide. Et quels sont les défis? Alors, à un moment donné, on va passer de la peur énorme et inutile qu'on avait au début de COVID-19 et finalement à la négligence de COVID-19. De l'autre côté, on aura une faible acceptation des pratiques à l'égard de nouvelles recommandations fondées sur les données probantes. Portez le masque, vous serez protégé, mais à un moment donné, les gens se disent on est fatigué, et d'ailleurs, et donc du coup, on commence à les enlever. Après, on se voit qu'il y a aussi l'absence d'unité de PCI, mais aussi des répondants dans certaines structures de santé. Ça, c'est encore des défis, mais aussi la pénurie d'épis. Là, on ne sait pas encore les fabriquer localement.
un problème de surveillance faible des infections par les soignants et une absence d'application des exigences minimales comme se laver les mains. Alors, si on va en termes de projection, certains estiment dans ces papiers publiés dans Science, c'est qu'apparemment on va rester avec Covid-19 pendant longtemps. Et de la même manière, nous avons été avec la tuberculose. Il y aura parfois des pics, parfois seulement au niveau saisonnier, et tout simplement, parfois, on aura des accès graves, des pics et des vallées, parfois. Alors, on ne sait pas comment et dans quel sens ceci ira, mais tout cela dépendra de l'usage des évidences des PCI qu'on a jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour où le vaccin viendra. Et donc, ma dernière diapositive, qu'est-ce qu'on peut garder? On n'a pas de traitement jusqu'aujourd'hui qui marche, et donc la structure PCI doit être dédicacée à tous les niveaux. Le plaidoyer doit être fait pour que les structures de PCI soient installées, soutenues, et une approche intégrée. Intégrée est un thème très important où on doit intégrer la lutte. Déjà, on a intégré la lutte VIH, tuberculose, nous appelons maintenant les guichets uniques. Et donc, du coup, comme il y a une forte interaction COVID-19 et tuberculose, et donc, aujourd'hui, on va déjà faire des approches intégrées de ces trios morbides, mise en place donc d'un système de surveillance solide où les soignants doivent faire partie aussi, une évaluation régulière du processus. Si on n'évalue pas, on ne travaille pas. Et est-ce que le résultat escompté, on les a atteints? Et les mesures de la PCI devraient être surveillées dans les écoles, donc en dehors de l'hôpital, au milieu communautaire. Dans les écoles, au lieu de travail, est-ce que le PCI, les mesures PCI sont respectées? Je remercie tous ceux qui m'ont donné quelques slides. Je remercie ceux qui m'ont invité, ICANN, CDC Africa, WHO, et je vous remercie aussi pour votre attention. Merci, Dr Katoto, pour cette brillante présentation. On est parti de l'épidémiologie, un bref rappel anatomique, physiologie et physiopathologique, pour atterrir sur les principes de prévention et contrôle des infections et leur applicabilité dans nos milieux, mais aussi en comparaison avec ce qu'on a dans le monde occidental. On a aussi vu une belle revue des faits scientifiques ou de la médecine factuelle en ce qui concerne la tuberculose et la COVID-19, mais aussi leurs interactions. Alors, je vais ouvrir ce panel de discussion et tout en signalant et en accueillant ici nos panélistes, le professeur Chedli Azouz, le docteur Danica Gomez, docteur Emilio Ansei, docteur Valérie Chilombo-Kazadi, docteur Nafissa et docteur Bacho. Alors, nous avons là un panel qui va répondre aux questions que nos participants auront. Alors, docteur Nafissa, on a déjà quelques questions? Oui, absolument. Bienvenue. Merci, docteur Andy, et merci, docteur Katoto, pour cette très belle présentation. Et ça m'a fait encore plus plaisir de voir que vous avez fait une partie de votre formation à Stellenbosch University. Et moi-même, j'ai fait mon doctorat là-bas. Donc, peut-être qu'on s'est même croisés sans le savoir. Je ne sais pas. Ah oui, possible, oui. Oui. On est tous Matisse. Hein? Ah ben voilà, vous aussi. Ah ben, ça c'est bien. Voilà. Il faudra faire une réunion après. Oui, c'est vrai. Bon, moi aussi, merci beaucoup vraiment pour cette présentation qui nous a donné un très, très bon aperçu sur la tuberculose en rapport avec la COVID. Et nous allons commencer par quelques questions. Moi, j'ai quelques questions aussi, mais je voudrais commencer par une question un peu toute simple. Les photos que vous avez partagées dans votre présentation, est-ce que ce sont des photos que vous avez prises pendant justement la riposte de la COVID ou c'est avant la COVID? Parce qu'on a vu plusieurs photos à l'hôpital où les gens étaient toujours un peu trop près l'un de l'autre. Et ça, j'imagine que c'était avant la COVID.
Oui, pour certaines photos, évidemment, qui, dans la communauté, ça c'est lors de nos recherches avant le Covid-19. Et à l'hôpital, ça c'est lors de nos formations TV, quand nous passons pour le PCI tuberculose, que nous prenons ces photos. Et évidemment, un élément important à souligner, c'est que j'ai souligné un fait, la négligence, à un moment donné. Ça, on sait pour la tuberculose que ça ne devait pas être comme ça. Mais ça, malheureusement, c'est ce qu'on trouve encore dans beaucoup de pays, là où on soigne la tuberculose. Et donc, du coup, ça, c'est des photos avant. Et on aimerait bien avoir des photos après aussi. Merci. Absolument, merci. Donc, je vais commencer par une photo de Kassoum qui vous demande, ou qui demande au panel d'ailleurs, les traitements antituberculeux ont-ils un impact sur le SRAS-COVID? SRAS-CoV-2, pardon. Alors, je vais commencer, puis les collègues vont me compléter. Alors, ce qu'on savait pour les antituberculeux, jusque-là, il n'y a pas d'études. Et dans le panel, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu les antituberculeux être utilisés. On a vu pour les anti-VIH, on n'a pas vu pour la tuberculose. Mais alors, ce qu'on sait, c'est sur le BCG. Une étude a commencé évidemment avec Deacon à Stellenbosch, puisqu'il y avait des gens qui estimaient que le BCG protégerait contre le COVID-19. Cette clinical trial a été arrêtée tout simplement parce que les données actuelles ne parviennent pas à prouver que le BCG protégerait contre le COVID-19. D'accord, merci. Est-ce que peut-être il y a des commentaires des autres panélistes? Docteur Andy, je vous ai vu, peut-être que vous voulez intervenir? Non, je pense il a tout dit. Je n'ai pas moi-même trouvé jusque-là des études en rapport avec cette question. Mais en même temps, j'invite les gens à poser vraiment leurs questions sur la PCI, tuberculose, leur interaction avec COVID-19. Nous avons Dr Valérie qui a aussi fait des études sur la tuberculose en termes de PCI à Stellenbosch. Et donc, j'invite bien les gens à poser leurs questions. Nous avons plein d'experts aujourd'hui qui ont un certain intérêt dans leur recherche pour la tuberculose et la PCI. Donc, c'est le moment vraiment d'en profiter. Absolument. Merci, merci pour ce rappel. Nous passons à une autre question. Là, je crois que c'est... Ah, c'est toujours Kassoum d'ailleurs, qui pose la question, quelles peuvent être les conséquences d'une surinfection Covid et tuberculose? Oui, donc une conséquence très morbide, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'on a dit. Les études qui ont montré, les études faites aux États-Unis, à Mont Sinai en particulier, n'ont pas montré une grosse différence, mais c'était seulement plus la population VIH. Mais si vous avez vu le forest plot qu'on a projeté donc du Cape Town sur une grosse base de données publiques, ça montre qu'il faut catégoriser donc le tuberculé en deux. Les gens qui ont une tuberculose, donc les anciens tuberculés et les tuberculés actifs. Et donc, les anciens tuberculés avaient un risque de 1,4 et les tuberculés actifs, donc qui étaient sous traitement, avaient un risque de mortalité de 2,5. Et donc, c'est énorme. C'est énorme et donc c'est un risque très important, surtout que ça entraîne jusqu'à la mortalité. Donc, ça augmente les risques de mortalité et donc, voilà les liens qu'on a pour l'instant. Donc, on a montré sur le plan physiopathologique, les deux maladies vont au niveau respiratoire. Chacun accélère une forte production de cytokines pro-inflammatoires qui détruit les restes. Et donc, chacun est une maladie qui a un fort taux de mortalité. Et donc, si on a une synergie, on s'attendait à ce que, évidemment, ça soit grave. Et ces données poulées de Cape Town
montrent une grosse cohorte où la relation a été très morbide. Merci. Merci, docteur Katoto. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite ajouter des commentaires ou... Sinon, vraiment, merci. Oui, docteur, oui, si vous Sedley? permettez. Oui, merci. Bon, bonjour, docteur Patrick. Vraiment, je vous remercie. C'était une présentation de grande valeur pour moi personnellement. Ça m'a beaucoup éclairé dans beaucoup de points. S'il vous plaît, juste à propos de ce que vous avez répondu tout de suite, est-ce que les patients qui sont VIH positifs sous des traitements antirétroviraux sont plus à risque que le patient qui, pour une raison ou une autre, à cause de la pandémie, ont arrêté ou ne suivent pas d'une façon régulière leur traitement? Merci. Merci beaucoup de l'attention que vous avez portée à notre exposé. Alors, il y a certaines diapositives que j'ai enlevées parce que ça devenait un peu beaucoup, mais ces études, que ce soit de Cape Town ou les études de New York que nous avons jusque-là, et donc ça montre que même si au niveau de New York, on n'a pas eu un risque accru dans la population VIH, n'est-ce pas, par rapport à la mortalité au COVID, mais on a montré que ceux qui ont été décédés avaient un taux de CD4 diminué, mais aussi c'était beaucoup plus ceux qui étaient naïfs au VIH, aux ARV. Et donc, du coup, un patient équilibré sous ARV aura le risque comme tout le monde. Mais un patient PVV qui a une lymphopénie, qui a un taux de CD4 très diminué et qui, n'est-ce pas, n'est pas au traitement ARV, il augmente alors ses risques de mourir du COVID-19. Merci, docteur. Merci, docteur Katoto. Merci beaucoup pour cette précision. Et moi, en fait, j'avais une question peut-être un peu similaire, mais pas vraiment, on va dire. C'était par rapport aux médicaments que les patients prennent contre la tuberculose. Donc, sachant que, bien sûr, les patients doivent prendre leurs médicaments pour au moins 6 mois, est-ce que pendant cette pandémie, avec la rupture des services essentiels et avec les confinements, etc., est-ce qu'il y a des études qui ont peut-être démontré qu'il y a les patients qui n'ont pas terminé leur traitement? Est-ce que ça pourrait poser un risque d'une augmentation de la résistance peut-être au niveau de la tuberculose comme une conséquence de la pandémie? Si vous pouvez peut-être faire un commentaire dessus. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour la question. Donc, je n'ai pas encore lu une étude qui montrait qu'il y a une rupture de médicaments. Par rapport seulement au police briefing que nous avons, par exemple au niveau de l'OMS et en Afrique du Sud, par exemple, là, on a tout simplement préconisé qu'il ne fallait pas attendre que le patient entre en rupture de médicaments. Il fallait donner le médicament, utiliser d'autres moyens, notamment deux. Le premier moyen était de donner, au lieu de donner pour 1 mois, vous donnez pour 3 mois, par exemple. Et deux, au lieu de faire le suivi quotidien, physique, vous pouvez faire un suivi téléphonique, un suivi Skype, ou suivi WhatsApp, maintenant qu'il y a le WhatsApp call. Donc, à certains endroits, on a implémenté ça. Mais des rapports déjà locaux non publiés, je dis bien non publiés, le montrent qu'il y a eu beaucoup de ruptures pour le traitement. Évidemment, de manière générale, les pathologies chroniques n'ont pas été bien managées, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique. On a vu que les gens qui avaient les maladies chroniques ont tout simplement eu un problème d'adhérence si la politique en place ne prévoyait pas la téléconférence ou la délégation d'un patient sans comorbidité pour venir récupérer le médicament. Et le troisième moyen, c'était donner les médicaments à longue portée. Mais nous attendons voir les études dans ce sens. Merci beaucoup pour ces petits conseils pratico-pratiques, on va dire,
qui pourrait même influencer la façon de pratiquer justement le suivi de ces patients-là, même dans les mois à venir, parce que nous savons toujours que la pandémie, on est toujours en pleine pandémie. Ça va toujours continuer dans les mois à suivre. Je vois que Dr Valérie a une question, il a levé la main, je vais lui donner la parole et après je vais aussi donner l'opportunité aux participants de prendre la parole. Merci beaucoup, vraiment présentation brillante et merci aussi vraiment au sacrifice et à tout ce que vous faites pour que la science puisse avancer sur notre continent. J'aimerais juste apporter une contribution. Moi, j'ai un cas tout à fait particulier, un proche qui est sous ARV et qui a commencé à développer un ictère. Et puisque dans le lockdown, on a réduit les services, on a réduit les accueils et il ne venait que pour récupérer ses médicaments, nous avons été obligés de le réorienter vers d'autres laboratoires pour qu'on puisse faire certains tests afin que nous puissions nous assurer. Et très curieusement, pendant que j'étais loin de lui, je me suis rendu compte qu'il n'allait pas bien. Les rapports qu'on nous donnait, on lui disait qu'il ne s'améliorait pas. Nous l'avons recommandé à plusieurs reprises pour qu'on puisse essayer de voir s'il n'avait pas développé une résistance aux ARV. Ce qui est très bizarre, c'est que les examens qui sont venus longtemps après, qui avaient été pris au mois de mars et dont les résultats ne lui étaient pas donnés, le taux de virus était indétectable. Mais lorsque nous l'avons, nous, renvoyé dans un laboratoire privé, nous avons trouvé bien qu'au laboratoire privé, on a dû détecter au mois de juillet un taux assez élevé. Il a été mis à la 3e ligne des ARV. Et très curieusement, quand nous le renvoyons pour qu'il puisse faire des examens, actuellement, son taux de virémie est indétectable. Donc, nous aimerions seulement placer qu'il y a des services essentiels qui ont été sérieusement affectés par cette pandémie et le suivi des patients a connu beaucoup de difficultés. Voilà un peu ce que je voulais ajouter, une expérience personnelle. Et c'est pour cela, maintenant, malgré que nous n'avons pas encore stabilisé énormément de choses dans certains endroits, il est très important de ne pas négliger les services essentiels. Ils doivent être poursuivis parce qu'on perd des malades de l'une ou de l'autre façon, que ce soit par la COVID ou par toute autre maladie. Merci beaucoup. Merci, Dr Valérie. Merci pour ce point très, très important, surtout sur la continuation des services essentiels. Et comme vous l'avez aussi mentionné, Dr Katoto, on a mal géré les maladies chroniques pendant cette pandémie, mais je pense qu'on est en train justement de s'améliorer en termes de réactivité et en termes de suivi de ces patients. Et j'espère que vraiment on peut apprendre des expériences personnelles, du vécu des médecins comme Dr Valérie et vous-même pour vraiment améliorer le service dans le service de santé quotidien. Et je vais donner la parole à Ghislain pour qu'il pose sa question. Ah, voilà. Allez-y, Ghislain, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Au fait, moi, c'est Dr Maniman Iriziki Ghislain. Je suis PhD candidate en pathologie infectieuse à l'Université de KwaZulu-Natal. Premièrement, je voudrais d'abord féliciter Dr Katoto pour cette brillante présentation. En tout cas, mes sincères félicitations, docteur. C'était très, très, très bien. Et c'était vraiment excellent. Au fait, moi, je n'ai pas vraiment une question. C'était au fait un commentaire. Je voudrais juste signaler, je voudrais tout simplement parler concernant le BCG et la tuberculose. Parce qu'il y a une étude qui avait été faite par Miller aux États-Unis qui avait relevé une efficacité notamment entre le BCG, le vaccin, et qui réduisait notamment la morbidité et aussi la mortalité chez les personnes infectées par la tuberculose. En fait, il y a aussi une autre étude qui est en cours maintenant, notamment en Australie et aussi en Néerlande. On attend les résultats qui ne sont pas encore jusque-là publiés, mais nous attendons.
aussi que c'est un randomized control trial qui va au fait nous donner réellement si les BCG étaient vraiment efficaces et pourraient notamment réduire la mortalité chez les personnes infectées par la tuberculose. Je ne sais pas si je voulais simplement demander à Dr Katoto, ce n'est pas vraiment une question, si en Afrique, parmi l'une des causes dont les gens sont en train d'énumérer, que le BCG aussi réduirait la mortalité, ce qui fait que l'Afrique résiste beaucoup plus au COVID-19. Je voudrais tout simplement signaler, demander s'il y a une étude qui a été faite en Afrique pour évidemment relever cela, parce que toutes les études entre le BCG et le COVID-19, la plupart de ces études ont été faites aux États-Unis, et il y a une autre qui est en cours pour le moment en Australie et aussi en Néerlande. Je ne sais pas non, si en Afrique nous avons une étude qui est en cours. Au fait, c'est juste un commentaire, une question en passant, quoi. Merci. D'accord, merci. Alors, nous avons déjà parlé de ça, mais peut-être que vous pouvez très brièvement mentionner ça, Dr Katoto. Oui. Merci beaucoup, Dr Maïmani, pour cette recherche ajoutée. Et en fait, il y a autant donc pour avoir l'évidence, on ne va pas décider sur un papier publié. Donc, il y a tout un processus, je pense que vous connaissez bien, pour déterminer que quelque chose marche ou pas. Il faut pouler les données, il faut regarder le billet il faut d'abord, quelle est la qualité des données, de l'étude donnée, quel est le risque des billets. 2, il faut voir la nature du billet et les types d'études. Une cohorte, une étude randomisée contrôlée, le nombre de patients, et puis il faut voir maintenant tous ces facteurs non contrôlés. Et enfin, est-ce qu'on a gradé l'évidence? Ça veut dire, est-ce qu'on a on a poolé diverses études? Un exemple simple, ça veut dire le Remdesivir marche aux États-Unis. Il a même il est FDA approval, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les Solidarity Trial montrent qu'il n'y a pas d'effet. Les conclusions sont telles qu'il n'y a pas d'effet. Vous comprenez? Ça veut dire tout simplement qu'est-ce qu'on doit retenir? Le Solidarity Trial a été fait dans beaucoup de pays dans le monde. Et donc, ça a pris en compte autant de facteurs de risque, des facteurs de risque, et la race, l'ethnicité, tout le reste. Par contre, cette étude qui est seulement aux États-Unis, aujourd'hui, on ne sait pas dire que ça marchait, parce que ça ne peut pas marcher. Donc, au niveau de l'OMS, la question est quasiment claire, parce qu'on s'est dit, avec la Solidarity Trial, on ne sait pas dire que ça marche. Et donc, d'une étude, on ne saura pas dire que le BCG marche, mais quand on regarde ce qu'on appelle le Global Brief, aujourd'hui, tous les guidelines, donc CDC, WHO, etc., on a tout simplement demandé de stopper parce qu'en même temps, ça pouvait avoir un impact sur le policy strategy, sur la provision de BCG. Voilà. Ça, c'est d'un côté. Alors, pour l'Afrique, comme je disais, la grosse étude qui était à Stellenbosch par Deacon, qui est le patron dans ce domaine là-bas, cette étude a été arrêtée parce qu'on a pensé que ça ne marchait pas. Alors, quelles sont les autres spéculations qui font que l'Afrique n'a pas eu beaucoup de cas? Et aujourd'hui, on n'a que des spéculations. La première chose, cette plateforme, elle est très importante. On n'en a pas une plateforme comme ça aux États-Unis ou ailleurs. Cette plateforme où il y a une formation continue a été très importante. Et donc, c'est une intervention que je pense nous devrons évaluer après et faire une étude sur ça. D'un côté, il y a cette plateforme, de l'autre côté, il y a AfriHealth. Et donc, il y a une formation continue et les personnels soignants ont eu une formation suffisante, ce qui est très bien. 2, quand vous voyez, j'ai projeté en Nouvelle-Zélande, et évidemment, dans beaucoup de pays en Afrique, le lockdown est intervenu à temps, ce qui était très positif. 3, et voilà, la population en Afrique, du moins en Afrique, est le plus en extérieur, en fait. Donc, la ventilation est quand même plus ou moins importante. C'est une hypothèse qui a été soulevée dernièrement, comparée à ces maisons très climatisées ailleurs.
4, la population africaine, elle est quand même pas aussi vieille que la population de l'Italie, belge, 83 ans d'âge moyen. Donc, du coup, ils ont été plus à risque. 5, on pense aussi qu'il y a d'autres hypothèses qui montreraient qu'il y aura des réactions croisées avec d'autres infections, probablement d'autres SARS, CoV, ou dernièrement, on a monté en Amérique latine, probablement une interaction avec les anticorps de dengue, n'est-ce pas, protégerait contre le COVID-19. Et donc, ce qu'il faut dire, nous ne savons pas encore aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'études qui marchent, mais d'une simple étude, on ne peut pas conclure. Absolument, merci. Merci pour ce rappel très important aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qu'on voit en isolation, une étude ici et là, peut-être sur l'hydrochloroquine, etc., sur la BCG aussi, par exemple, mais ça ne veut pas dire que si ça a marché dans une étude, ça sera le cas globalement. Là, je vois qu'on a quelques minutes peut-être pour prendre 2-3 questions en plus. Donc, je vais choisir un peu les questions par rapport à PCI et tuberculose. Alors, la question que je vais poser, c'est un peu sur les bonnes pratiques de PCI dans les hôpitaux. Donc là, je vais mélanger un peu les questions. Comment changer le comportement des prestataires de soins en matière de PCI? Et là, peut-être qu'on peut diriger ça vers justement les prestataires de services tuberculose et COVID. Comment faire pour influencer leur comportement, évidemment, pour améliorer le service, pour empêcher, encore une fois, la transmission vers le personnel de santé et aussi vers le patient. Et merci beaucoup pour la question. C'est évidemment la question épineuse éternelle. Mais alors, il y a scientifiquement, il y a des interventions, il y a des études randomisées contrôlées qui ont montré quels sont les stimulus pour changer le comportement en milieu hospitalier. Et donc, c'est ça. Ce sont ces mêmes études, ce sont ces mêmes interventions qu'il faudra appliquer aussi pour le COVID-19. Mais d'abord, la première chose, il faut venir avec une intervention. Il faut soigner, il faut donner l'instruction, il faut recycler de manière continue. Donc, formation continue, ça, c'est la première chose. Que personne ne dise qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait de bien à faire. Parfois, les gens n'ont pas de guidelines. Ce que tu nous dis, ça vient d'où? Ça vient de sa tête et donc on ne croit pas. Mais si on a une source, on a une source de l'OMS au niveau national, on se dit voilà, c'est ça ce que nous allons utiliser dans notre hôpital. Ça, c'est la première chose à faire et chaque fois, on recycle. Il ne faut pas seulement amener les gens de l'extérieur pour la formation, il faut utiliser aussi les gens de la maison pour la formation. Mais alors, il faut aussi former toutes les catégories de personnes, de médecins aux techniciens de surface. Première chose, il faut évaluer. Il faut évaluer. Il faut primer. Il faut encourager les personnels. Et donc, on arrive, on vient voir à l'heure de repas, de manière générale, de manière improvisée, qui était à une distance, par exemple, comparé à l'autre quand tu le mangeais. Et voilà, l'administratif passe, ces gens là-bas seront primés. Ça, c'est très bien. Ça stimule les autres. Et donc, incentive, comme on dit, c'est vraiment important. Les mesures draconiennes, parfois, ne marchent pas. Et donc, il faut chercher les interventions qui marchent, disponibiliser la littérature, mais aussi donner les épis, parce que c'est ça ce qui manque aussi, les intrants. Si les gens doivent aller payer eux-mêmes le masque tous les jours à la pharmacie locale, et donc, appliquer, c'est difficile. Mais si déjà au niveau de l'hôpital, on met à la disposition de tout le monde ces masques, ça devient peut-être plus ou moins facile de les porter. Je vois dans beaucoup d'hôpitaux, ci et là, ils ont mis une signature. Quand tu prends le masque, tu signes. Et quand tu passes, tu signes, tu montres que tu avais encore ton masque. Et donc, ça, c'est des éléments, c'est des interventions assez importantes que moi, je trouve. Merci, merci, Dr. Katoto. Est-ce que, oui, je vois Dr. Chedli, Dr. Andy qui veulent intervenir. Oui. Je vais donner la parole au Dr. Chedli peut y aller. D'accord. Merci bien, professeur Andy, merci bien. Juste, c'est une hypothèse, docteur Patrick, que j'aime bien partager avec vous.
Cette hypothèse-là, il y a des études, je crois, dont vous avez parlé et qui ont bien spécifié qu'il y a une réduction du nombre des patients ou de notifications de patients TB positifs. Ceci, peut-être dans les études que vous avez présentées, il y a une réduction des diagnostics. L'hypothèse que je peux discuter avec vous, que je peux lancer ou que je mets à l'étude, c'est que peut-être aussi, parce qu'il y a application de mesures de prévention, surtout mesures barrières avec les masques, et l'observation de mesures de PCI qui peuvent contribuer à la réduction de notification des cas de tuberculose. Ce qui est arrivé, par exemple, lors de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest, avec la diminution de notification des cas de choléra. Je vous remercie, à vous. Merci beaucoup, professeur. Ça, c'est vraiment un élément très important. Merci beaucoup. Alors, on voit par exemple aux États-Unis, la notification pour l'influenza a diminué, enfin, du moins, la prévalence de l'influenza a diminué, et nous pensons que ce sera à cause de port de masque. De l'autre côté, on voit par exemple dans des crèches, les enfants qui avaient chaque fois les nez qui coulaient, et là où ils ont repris le cours, les nez ne coulent pas toujours, donc ils sont protégés aussi par leur masque. Mais la question pour la tuberculose, c'est un couteau à double tranchant en fait. Déjà, on a un problème de notification des cas. Ça veut dire qu'il y a des pays endémiques où on a déjà un taux élevé et où on avait déjà un problème de notification. Et où on pensait qu'il fallait même utiliser maintenant les communautaires, c'est à ce niveau où on est, pour augmenter le nombre de cas. Et puis du coup, on n'a pas pu atteindre tous ces nombres connus, parce que dans ce rapport 2020, on le montre encore, tous les experts sont quasi unanimes, on montre encore que non seulement les rapports attendus, on n'a pas eu ça. Donc, il y a déjà ce qu'on savait qu'en 2020, on devait avoir autant de cas. Mais on ne les a pas, on a même eu moins. Et donc, tout simplement, c'est vrai, s'il y a 2 ou 3 personnes qui devraient avoir une nouvelle infection qui ont été protégées, mais nous pensons aussi qu'il y a 7 de l'autre côté qui devraient être diagnostiqués, mais qui n'ont pas été diagnostiqués à temps. Merci, docteur. Merci, professeur. Docteur Andy, allez-y. Merci, docteur Nafissa. Je crains qu'on n'ait plus assez de temps, mais je crois qu'il faut avouer, ça a été une présentation intéressante et chargée. C'est très difficile de compiler, n'est-ce pas, une présentation sur un sujet aussi riche d'informations. C'est très difficile de faire le choix. Alors, je vais essayer de faire un récapitulatif rapide comme message pour nos participants. Je crois que le docteur Katoto a été assez éloquent. Je vais essayer de ressembler et suivre ses pas. Donc, ce qu'il a dit, je vais centrer uniquement sur la PCI. Alors, on a quelques recommandations. Et celles-ci par ordre d'importance. Finalement, le message clé, c'est que les masques, l'utilisation des masques n'est pas, en fait, au top des listes. C'est finalement la mesure la moins efficace. Alors, il y a autre chose à faire avant d'arriver sur l'utilisation des masques, lorsqu'il s'agit ici des maladies respiratoires, et en l'occurrence, la tuberculose et la COVID-19. On a les contrôles administratifs. Et le Dr Katoto a montré des belles images pour illustrer cela. Pour ce qui concerne les contrôles administratifs, j'ai mis en résumé 4 recommandations. La toute première, il faut avoir un bon système de triage. Donc, les patients qui arrivent, il faut savoir les trier. Ils sont en train de tousser, ils présentent des signes respiratoires qui sont suggestifs des maladies respiratoires, COVID-19 ou tuberculose. Il faut très, très vite les identifier et ensuite les mettre loin des autres patients, les séparer des autres patients susceptibles d'attraper cette maladie respiratoire potentielle affichée par les signes ou les symptômes que le patient affiche. En troisième lieu, vous avez ici l'initiation d'un traitement effectif antituberculeux.
C'est aussi là dans l'effort de limiter la transmission de la tuberculose. La quatrième recommandation dans ces paquets de contrôles administratifs, c'est notamment l'hygiène respiratoire. Et ici, ça va inclure ce qu'on appelle le cough etiquette. Donc, il faut savoir se protéger, c'est couvrir la bouche et les narines lorsqu'on tousse. C'est pour limiter en fait la propagation ou l'expulsion des gouttelettes respiratoires qui vont dans tous les sens et à une très grande vitesse. Et cela à proximité, ça peut rendre les patients qui sont autour, donc ça peut mettre à risque. Alors, le deuxième paquet des contrôles, dans cet ordre hiérarchique, c'est les contrôles d'ingénierie environnementale. Je crois qu'ici, on essaie de passer de l'anglais au français. J'espère que je ne vais pas caler. Il y a deux grandes recommandations. La première, c'est l'utilisation des systèmes avec rayons ultraviolets germicides. Et la deuxième recommandation, la plus importante et qui s'applique très bien dans notre contexte des pays à revenus faibles et intermédiaires, c'est la ventilation, les systèmes de ventilation. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est la ventilation naturelle. Donc là, vous êtes à l'extérieur, vous êtes bien aéré. Vous êtes à l'intérieur, vous ouvrez vos portes et vos fenêtres pour créer, n'est-ce pas, un échange d'air plus important. Okay. Vous avez la ventilation mécanique, où vous utilisez finalement d'autres systèmes pour extraire l'air d'un bâtiment et pour en ramener. Donc, c'est contrôlé de manière mécanique. Vous pouvez avoir aussi des types mixtes ou hybrides qui mélangent une partie de ventilation naturelle et ventilation mécanique. Et bon, c'est plus cher, ça demande un peu plus de technicité, ça a aussi une efficacité un peu plus supérieure. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des filtres très efficaces à haute filtration des particules, donc les HEPA filters, qu'on peut aussi utiliser dans ces cadres pour permettre à ce que la récirculation de l'air soit filtrée par ces filtres-là. Mais tenez ici que la récirculation n'est pas autorisée en cas de COVID parce que finalement, ça va tout simplement augmenter la propagation du virus. Et l'image du docteur Katoto sur ces trois familles qui ont partagé un repas dans un restaurant qui était climatisé a bien montré, a bien illustré le risque de la récirculation de l'air. Alors, le troisième paquet, c'est la respiration, la protection respiratoire. C'est là qu'on utilise les respirateurs, par exemple le N95, pour permettre finalement une forte filtration à 95% de l'air que nous utilisons et donc limiter tout ce qui est maladie respiratoire à transmission par voie aéroportée. Ça permet finalement d'éviter la propagation. Donc, très rapidement, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, on a par ordre hiérarchique des contrôles administratifs, des contrôles d'ingénierie environnementale et finalement, ce qu'on utilise comme équipement de protection individuelle au niveau respiratoire, pour la protection respiratoire. Alors, Emilio et Dr Danica, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela pour clôturer cette séance? Merci. Merci, Dr. Andy. Je crois que vous avez bien dit, je n'ai rien à ajouter dans ce moment. Emilio. Professeur Chély, ou docteur Valérie, docteur Nafissa, quelque chose à ajouter? Non, pas de mon côté. Je pense que vous avez fait un très beau résumé de tout ce qui a été dit. Juste pour ajouter que c'est vrai qu'il y a certaines questions qu'on n'a pas pu prendre malheureusement, mais j'ai pris note des questions et si Dr Katoto est disponible, on lui fera parvenir ces questions et puis on va envoyer les réponses par mail. D'ailleurs, la présentation qui répond à certaines de ces questions-là vous sera aussi distribuée par mail en utilisant l'adresse mail que vous avez utilisée pour vous connecter à la session. Voilà. Merci.
Pour ma part, j'aimerais Merci, remercier et Dr. Nafissa. encourager davantage vraiment que ce genre de partage puisse se multiplier, mais surtout aux participants de pouvoir davantage recruter davantage d'autres participants, parce que c'est de cette façon que nous vulgarisons et que la connaissance se partage, parce que d'autant plus que nous n'y payons que les mégas ou les data, comme on dit. Merci beaucoup et merci en tout cas pour tous les organisateurs et l'orateur principal. Merci à tous. Merci beaucoup. Et donc, passez un bel après-midi chez vous. Docteur Katoto, merci d'être venu. Et c'est certainement pas la dernière fois. Vous êtes membre de ICANN et nous allons continuer à vous inviter pour plusieurs autres séances de webinaire. Mesdames et messieurs, merci de votre temps et votre expertise et surtout, passez un bel après-midi chez vous. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.